Bon ben, bonjour tout le monde, bienvenue au bulletin de nouvelles hebdomadaires concernant la technologie, les jeux vidéo, le web et une petite nouvelle qui me rend de bonne humeur en ce 31 août 2020. Et oui, ça va vite, hein? Disons que le cégep va bientôt commencer et je commence à avoir hâte de voir mes étudiants. Mais pour commencer ce petit bulletin de nouvelles-là, j'ai des nouvelles quand même le fun cette semaine, là, des nouvelles qui m'ont fait réfléchir quand même. Je dis le fun parce que vous allez voir, ben, la première nouvelle m'apporte de l'espoir, mais m'apporte aussi en même temps des craintes. On a pas mal partout sur le web en ce moment, il y a quand même beaucoup de nouvelles à propos de Neuralink, qui est une entreprise de Elon Musk. C'est une entreprise qui a été fondée en 2016 et qui a pour but d'interfacer le cerveau avec les intelligences artificielles, ou du moins pour commencer l'Internet, hein. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai toujours un peu envisagé. Euh, Quand j'explique Internet à ma grand-mère ou j'essaie d'expliquer un concept à mon père, je me mets toujours à leur place qu'ils ont à découvrir une nouvelle chose, une nouvelle manière de penser qui n'était pas commune avant. Puis ce que je me dis aussi, c'est moi-même, je vais avoir à vivre avec ce genre de choses-là quand je vais avoir leur âge, hein. Quand je vais être rendu 60 ans et plus, je vais avoir à vivre ça. Puis l'exemple le plus commun que j'ai toujours donné, c'est que sûrement que rendu à cette époque-là, on va pouvoir se connecter directement le cerveau avec l'Internet et c'est quelque chose qui est en train d'arriver, là. Dès maintenant, cette entreprise-là est déjà en train de mettre en place ça. Dans le fond, c'est une espèce de puce qu'on mettrait dans notre cerveau et qui permettrait, ben, dans le fond, de communiquer avec Internet. Fait que là, dans le fond, là, l'entreprise en tant que telle est en train de travailler très fort là-dessus. Ils ont une espèce de robot qui fait l'opération chirurgicale d'implanter la puce. Puis qu'après ça, ben, les opérations communes vont pouvoir être faites là, entre le cerveau et n'importe quel système informatique. Bref, il y a beaucoup d'évolution là-dedans. Et la principale raison pourquoi Elon Musk et son entreprise ont commencé à faire ça, c'est parce que une de ses grandes peurs à cet homme-là, c'est l'avènement des intelligences artificielles et qui prennent le contrôle de l'humanité. C'est que dans le fond, lui, sa stratégie, c'est de dire, au lieu, c'est inévitable, l'intelligence artificielle va prendre le dessus, mais au lieu que ça devienne une chose indépendante à l'être humain, ben pourquoi pas qu'on amènerait l'être humain à être du même niveau que l'intelligence artificielle, donc d'être comparable. Au lieu de se battre avec l'intelligence artificielle, ben, on devient alliés, puis on devient comme des utilisateurs du même niveau qu'elle. On se met au même niveau que l'intelligence artificielle pour pouvoir compétitionner. C'est un petit peu sa stratégie, ce qui n'est pas une mauvaise stratégie, mais en même temps qui a son lot de dangers potentiels, hein. Dans le fond, je pense que vous l'avez vu aussi, là, depuis le début de l'humanité, chaque révolution technologique a amené des bienfaits et des problématiques, hein. Et là, les problématiques qu'on est en train de vivre, c'est l'avènement d'Internet avec tous les impacts que ça a au niveau positif que négatif. On les voit dans la vie de tous les jours. Ben, ces impacts-là vont, d'après moi, être encore plus importants quand on va avoir l'information directement dans le cerveau. Comment départager ce qui est vrai et pas vrai quand c'est directement accessible dans notre cerveau. C'est ça, là, c'est toutes des choses qu'on va avoir à vivre avec ces situations-là dans le futur. Est-ce qu'on va vouloir se faire implanter une puce directement dans le cerveau et dire hey, moi j'embarque à 100% là-dedans, ou on va se garder hein, une crainte? Personnellement, même si moi je suis dans le domaine des technos, je vais avoir une crainte. Il va y avoir plein d'avantages. Peut-être que je vais avoir une meilleure vision, peut-être que je vais entendre mieux, peut-être que je vais comprendre des choses encore mieux. Mais en même temps, les répercussions là, au niveau de ma liberté d'agir, comment ça va être fait, c'est ça qui me fait des craintes. J'imagine qu'une personne âgée qui a 70 ans qui se dit je peux avoir Internet, mais ça m'enlève aussi certains. Je comprends les craintes que les personnes ont actuellement par rapport à avoir l'information directement dans nos mains sont pas probablement les mêmes que je vais avoir quand on va avoir la possibilité de le faire. Si c'est un simple casque qu'on peut enlever puis mettre de côté quand on n'en a pas besoin, là c'est un peu différent. Mais
le fait que ça soit implanté dans notre cerveau et qu'on l'ait tout le temps constamment, hein, ça me laisse des questions au niveau de l'éthique, au niveau d'un paquet de facteurs. Mais ça va peut-être être aussi la porte de sortie qu'on va avoir les êtres humains pour s'améliorer puis aller vers quelque chose de nouveau. Fait que, hein, ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Puis là, ça a l'air de s'en venir de plus en plus actuel puis de plus en plus concret dans nos vies. En tout cas, on risque de voir ça de notre vivant, c'est pas mal ça. Fait que Neuralink, qui est une entreprise de Elon Musk, c'est lui qui fait les Tesla, puis qui va aller sur Mars avec SpaceX et tout, là. Bon, ben, c'est ce genre de, de concept-là qui s'en vient. Donc ça, c'était ma première petite nouvelle techno. Je vais vous partager une vidéo là, qui est vraiment intéressante de 7 jours sur Terre, qui explique vraiment bien le concept. Je vais la mettre dans mes sources de la vidéo, puis écoutez ça, là, ça vaut vraiment la peine. Ça explique vraiment bien ça. Ma deuxième petite nouvelle, à propos des jeux vidéo, là, écoutez, c'est sûr que là, on lit encore beaucoup là, la bataille que Epic fait avec Apple, Google, Microsoft embarque dans le tas. Ça, c'est quelque chose, là, j'en avais parlé dans les autres vidéos, mais qui est comme assez commun là, pour l'instant, hein, qui est vraiment dans les nouvelles. Mais une petite rumeur que j'ai lue en ce moment sur le net, euh, qui vient d'un site allemand, qui dirait, hein, rumeur, la Nintendo Switch Pro arriverait début 2021. Fait que, dans le fond, l'année prochaine, on aurait, euh, on aurait une Switch Pro qui arriverait. Et comment qu'on a su un peu cette rumeur-là, ben, c'est des fournisseurs puis des gens qui travaillent à construire des consoles qui commenceront à avoir des instructions pour construire cette Switch-là. Dans les rumeurs, il y aurait, dans le fond, l'idée d'avoir un processeur qui serait plus rapide. Donc, les jeux seraient de meilleure qualité dessus. Et potentiellement un deuxième écran. Donc, des trucs de plus qui aussi pourraient compétitionner avec l'avènement des nouvelles consoles qui va arriver, là, la PlayStation 5 puis la Microsoft aussi qui va arriver à fin 2020. Mais dans le fond, Nintendo veut pas s'accaparer les parts de marché des consoles de prochaine génération, mais veut rester dans la compétition. Puis si un jeu qui sort, ben ils veulent quand même être capables que ce soit possible de l'adapter. On a vu là, que la Switch, dans le temps de pandémie, là, a été vraiment populaire. C'était une console qui a vraiment eu le vent dans les voiles. C'est que Nintendo ne veut pas perdre cette avance-là. Donc, ils sortent une console qui va avoir des meilleures caractéristiques et va sûrement être, là, je suis quasiment sûr, rétro-compatible avec la Switch. C'est presque sûr qu'il n'y aura pas de problème de compatibilité entre les deux consoles. Donc, une rumeur qu'il y aurait une Switch Pro début 2021. J'ai bien hâte de voir ça. Moi, personnellement, c'est une des consoles que je joue le plus. Je l'aime beaucoup. C'est que vraiment, je pense que ça peut être bien intéressant. Puis je pense que Nintendo a fait un bon move avec la Switch. S'il continue dans cette direction-là, là, je pense que ça peut être bien intéressant. Donc, encore une fois, je partage l'article qui parle de cette console-là, mais je voulais vous parler de cette petite news-là, que ça serait quelque chose qui s'en viendrait. Maintenant, ma troisième news à propos du web. Encore là, il n'y a pas tant de news que ça au niveau du web. C'est assez tranquille. On s'entend qu'on est encore dans le mois d'août. Au niveau du web, souvent les nouvelles sont assez légères. L'été, hein, ça a toujours été, dans mon domaine, l'été, c'est plus smooth. Moins de contrats, moins de projets. Ça recommence, hein, souvent l'automne et l'hiver. Donc, petite nouvelle quand même qui a piqué ma curiosité et aussi qui, dans le fond, permet de tenir à jour et de connaître les tendances du marché. Je vous présente ça un petit peu. Vous le voyez dans le contexte. En fait, c'est une entreprise qui s'appelle Redmonk qui fait la comptabilisation des langages de programmation les plus populaires. Dans ces langages-là, ben, il y a tous les langages de programmation, mais il y en a beaucoup qui touchent le web. C'est pour ça que j'en parle dans ma partie web. Dans le fond,
En ce moment, le top, c'est JavaScript, hein, c'est le plus populaire, mais la nouvelle parle que Python a pris le dessus sur Java. Il est tombé de la troisième position à la deuxième position. Comment Redmonk ils font ce genre de calcul-là? Ben, ils prennent toutes les transactions qui sont faites sur GitHub, donc tous les envois, là, les push, puis les requêtes et tout sur GitHub, donc les projets qui sont partagés sur cette plateforme-là. Ils prennent ça, puis ils prennent aussi toutes les questions ou les requêtes qui sont posées sur Stack Overflow, qui est un gros site de développement, de questions-réponses, puis d'entraide entre développeurs. Si vous ne connaissez pas ce site web-là, là, c'est que vous ne travaillez pas en web. Si vous travaillez en web, c'est sûr que vous connaissez. Bref, c'est une super de bonne ressource là, pour aller chercher de l'information et des questions à propos d'un langage. Quand on a des bugs, on peut aller sur Stack Overflow. Donc, une très bonne ressource, ben, c'est ces deux sites-là, ces deux technologies-là qui sont pris en considération pour faire ce palmarès-là. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on voit en quatrième PHP, qui est un langage que moi j'aime particulièrement, mais qui n'est pas un langage qui est très populaire au niveau de la culture générale. La plupart des gens aiment moins ce langage-là. Moi, c'est un langage que j'enseigne en programmation dynamique, mais c'est sûr que je garde vraiment les yeux sur JavaScript. Puis là, c'est écrit JavaScript, mais c'est aussi, dans le fond, Node. OK? Là, eux, ils n'ont pas écrit JavaScript, là, slash Node, mais ils pourront avoir les deux. Parce que Node, c'est un langage côté serveur qui fait compétition à PHP. Dans le fond, ils ont mis tout dans le même melting pot JavaScript slash Node, mais c'est la même chose. Donc, JavaScript, en passant, c'est un langage client à la base, mais qu'on a transformé en langage serveur. C'est le côté technique, là, pour ceux qui comprennent le côté un peu plus technique des langages. Donc, Python a pris le dessus. Moi, mon expérience avec Python, je trouve quand même que c'est un langage qui est super intéressant. Puis je trouve ça le fun qui monte parce que Java, en tout cas, c'est un langage que j'aime un peu moins. J'ai toujours eu un petit peu de difficulté avec ce langage-là. Pour ceux qui se demanderaient c'est quoi la différence entre Java et JavaScript, là, euh, JavaScript c'est un langage client, puis Java c'est totalement un autre langage. Quand on parle de Java, c'est un langage qui est fait pour les mobiles, certaines applications sur Windows, mais qui demandent d'avoir un interpréteur, bref, un logiciel installé. Donc, c'est plus utilisé au niveau du mobile, développement là, sur Android. C'est le langage qui est pas mal utilisé. Puis c'est le langage qu'on enseigne aussi là, dans le deck en informatique de notre côté, au cégep de Sainte-Foy. Donc, Python, un des avantages, c'est que c'est très simple, puis c'est très le fun d'apprendre avec ce langage-là. L'installer, commencer à l'utiliser, c'est super simple. Puis on peut déjà commencer à développer des petites applications, puis des petits scripts super vite. Donc, en Python, moi j'avais développé la rotation d'une pièce de Tetris, toute faite comme en ligne de commande, puis en texte, puis je l'avais fait quand même assez facilement. Donc, c'est quand même super intéressant avec Python de ce côté-là. Puis une autre belle évolution aussi de Python, c'est le développement du côté des intelligences artificielles. C'est que ça, c'est en montée, hein, le développement. Ça, c'est quelque chose qui, Python est particulièrement bon avec le machine learning, puis toutes les technologies qui vont avec ce côté-là. Donc, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que Python aussi peut être utilisé pour faire du développement web. Hein, et c'est un langage avec lequel on peut faire du développement web du même niveau que PHP. Hein, on peut faire des applications en Python. C'est juste une logique un petit peu différente, une syntaxe un peu différente, mais c'est très très semblable. Donc, je ne dis pas que je développerai tous mes sites web avec Python parce que PHP a quand même une belle part de marché et bien quand même assez solide. Il y a déjà des frameworks qui sont solides faits avec PHP. Donc, j'abandonnerai pas. Dans le fond, là, moi, ce que je dis à mes étudiants, là, quand je regarde ce genre de, de top-là, OK, l'important, là, c'est pas de connaître tous les langages. Hein, c'est pas un concours de popularité. Puis là, aussitôt qu'il y a un langage qui devient le top, ben, il faut l'apprendre. Sinon, on est hors marché ou hors du combat. Non, l'idée, c'est d'être au courant qu'ils existent et surtout de savoir c'est quoi leur rôle, c'est quoi leur avantage, leur inconvénient, c'est quoi dans le fond, leur objectif puis leur raison d'être. Si moi je sais pas, moi
je me force à essayer de développer un framework performant web avec du Java, je vais peut-être me planter. Hein? C'est pas le langage le plus approprié. Oui, ça se fait. Oui, on peut faire des pages web basées avec Java, mais c'est mieux d'aller vers des solutions comme PHP. Si je veux faire du développement mobile sur iPhone, il y a sûrement une passerelle PHP langage mobile d'iPhone. Mais c'est pas le plus pertinent, c'est pas le plus efficace. C'est que dans le fond, chaque langage a sa raison d'être, chaque langage a ses avantages et inconvénients, puis quand on les connaît, on est capable de faire le bon choix pour le projet ou la technologie qu'on veut développer. Fait que moi, c'est vraiment ça que je veux dire à mes étudiants, c'est non, vous ne pourrez pas être bon dans tous les langages. Vous ne pourrez pas écrire sur votre CV que vous connaissez tous les langages du web, mais concentrez-vous sur un qui vous allume, qui vous fait triper. Puis vous allez voir, là, ces tops-là, ça change, ça bouge, mais c'est quand même une tendance du marché. C'est, dans le fond, là, c'est les gros projets qui sont développés dans ces technologies-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, gardez pas ça trop loin de l'esprit. Ça, c'était ma petite nouvelle au niveau du web. Et ma dernière nouvelle, ma bonne nouvelle de la semaine, qui me fait toujours un peu sourire et qui me rend de bonne humeur, c'est la suivante. Je vous présente un petit peu la nouvelle avec une petite vidéo qui apparaît ici. OK? Je vous la lis là. Dans le fond, un couple de pingouins du même sexe ont adopté un bébé, puis dans le fond, ils l'ont porté jusqu'à éclosion. Donc, ils ont fait ça. Ce que je trouve intéressant de ce genre de nouvelles-là, c'est que ça nous fait toujours découvrir un peu plus comment les autres races, les autres espèces animales fonctionnent, autant entre elles que, dans le fond, là, ça nous permet aussi une certaine ouverture parce que je ne peux pas croire qu'encore en 2020, il y ait des gens qui soient homophobes. Quand là, on a des preuves scientifiques qu'il y a 450 espèces animales qui ont ce genre de pratique-là, là, il y a de l'homosexualité, puis des couples là, de différents genres, puis des formations de couples là, très très différents, très éclatés, ben, on a la preuve là, que ça existe, là, puis que c'est pas le mal absolu, puis que c'est pas quelque chose de complètement dysfonctionnel. Et non, il y a des espèces animales que, regardez, ça c'est deux femelles. Deux femelles, c'est dans un zoo en Espagne, qu'ils se sont fait donner un œuf, puis qu'ils s'en ont occupé, puis c'était comme clair qu'ils étaient en couple, puis ils s'en ont occupé, puis l'œuf a réussi à éclore, puis ils ont réussi à amener à terme le projet. Bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se fait aussi même avec des couples homosexuels morts. Du côté gars, en 2018, à Sydney, en Australie, il y a eu la même chose. Donc, dans le fond, là, les zoologues, là, ceux qui s'occupent des pingouins, ils ont donné un œuf artificiel au couple de pingouins gays. Puis ils ont vu, ah, c'est bizarre, ils s'en occupent. Ils s'en occupent vraiment bien. Fait que, ah, ok, on fait un essai, on va leur donner des vrais œufs. Et en donnant les vrais œufs, ils ont fait exactement comme le couple de femelles. Ils ont mené à terme le projet, puis ils se sont occupés des enfants. Fait que dans le fond, là, le comportement qui est particulier, c'est qu'ils ont pris la responsabilité en couple de mener à terme. De la manière que ça fonctionne, hein, c'est pas comme nous les êtres humains, dans le fond. Les pingouins vont pondre deux œufs. Hein, ils vont avoir comme deux œufs à la fois. Puis ils vont s'occuper, le couple va s'occuper les deux des œufs. Dans le fond, ils vont les réchauffer, puis l'espèce de période d'incubation, là, ils vont s'occuper par alternance. C'est 50-50% du temps. Et ça dure 38 jours. Au bout de 38 jours, ben là, l'œuf éclot, les deux œufs vont éclore. Et après ça, il y a une période de 78 jours avant que le pingouin devienne autonome. C'est quand même une période relativement longue, mais il faut que tout ce temps-là, le couple de pingouins se soit occupé de l'enfant, et c'est ce qu'ils font. Donc ça, c'est prouvé que, dans le fond, c'est possible que des couples de même sexe s'occupent d'un enfant dans une autre espèce animale. C'est possible. Donc ça rend ça intéressant parce qu'on voit que
si des pingouins sont capables de le faire, puis si c'est quelque chose de naturel, puis de normal, ben, on voit pas pourquoi que les êtres humains pourraient pas le faire. Ça reste d'un ordre logique. Donc, la petite nouvelle que je voulais discuter avec vous, ça m'a rendu de bonne humeur, ça m'a fait voir, ça m'a fait connaître une espèce que je connais pas énormément. Puis dans le fond, de voir que le concept de responsabilité parentale chez cette espèce-là est quand même super important. Et vraiment, vraiment super important. Ils prennent pas ça à la légère, puis dans le fond, sont capables de le faire, même en couple de même sexe. C'est une belle petite découverte au niveau des animaux. Donc, c'était pas mal ça pour mes nouvelles de cette semaine. Quatre petites nouvelles. J'ai pas été aussi long que d'habitude, rendu à une vingtaine de minutes, mais je pense que ça fait le tour des nouvelles. Moi, je vais mettre en source les différents liens que je vous ai partagés pour que vous puissiez aller lire un petit peu là-dessus aussi. Puis gardez-vous intéressé à propos de Neuralink, là, c'est quelque chose qui va s'en venir puis qui risque de faire partie de nos vies là, dans les 15 à 20 prochaines années. Fait que je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine pour des prochaines nouvelles. Ciao tout le monde!